amour. Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je ne vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général, avec bienveillance et respect. Mais ici, on parle aussi d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel. C'est quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 5 ans. J'ai été infirmière pendant 12 ans et de par mon ancien métier passionnel, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires et rencontrer des experts de l'amour. Mais j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont magnifiquement parlé d'amour. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à la rencontre de toutes ces personnes pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, tu vas découvrir, rire, pleurer, t'informer et je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, Amour le podcast, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. Et toi, tu auras le privilège de recevoir l'épisode avant sa diffusion. On peut aussi se retrouver sur tous les réseaux sociaux d'Amour le podcast, YouTube, TikTok et Facebook pour parler d'amour. Et si cet épisode t'a plu, tu peux aussi t'abonner, mettre des étoiles d'amour, donner ton avis et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Je pense que vous avez vu dans la description de quoi nous allons parler. Nous allons parler de manger en pleine conscience avec une diététicienne qui s'appelle Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui ? Eh bien ça va. Ouais. Ça va. J'ai la gorge un petit peu nouée, donc oui. À part ça, tout va bien. On s'excuse un petit peu auprès des auditeurs. On est en période hivernale, printemps. On a un peu de petits mots d'hiver. Pour ta petite présentation, Anne-Marie, j'aimerais que tu nous parles de toi en 3 anecdotes, en te présentant par 3 anecdotes. 2 vraies anecdotes sur toi et une anecdote fausse, et on va tous chercher à trouver l'anecdote fausse. Je vais essayer de rajouter des questions si je ne comprends pas, si j'arrive pas à trouver la fausse. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Alors, je cuisine avec le nez, déjà. D'accord. Mercotte a lu mon livre. D'accord. Et j'ai un cabinet de diététicienne à Toulouse. D'accord. Alors, le cabinet de diététicienne à Toulouse, je pense que c'est vrai puisque j'ai vu l'adresse. C'est dans le quartier de Saint-Cyprien. C'est ça. Et alors maintenant, du coup, je cuisine avec le nez et Mercotte a lu mon livre. Je pense que cuisiner avec le nez, c'est plutôt vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt facile. Je cuisine avec le nez. Je pense que Mercotte n'a pas lu ton livre. Alors en fait, Mercotte a bien lu mon livre. C'est vrai ? Oh, génial, trop bien. Et je cuisine bien avec le nez. Oui. Mais ce qui va devenir faux, c'est mon cabinet, parce que je vais déménager à Lyon. Voilà. D'accord. Donc, c'était un petit piège. Ok. Mon cabinet sera réinstallé à Lyon prochainement. Donc c'était le 3e, c'est diététicienne à Toulouse. Donc Mercotte a lu ton livre ? Oui. Tu lui as envoyé ? Je lui ai envoyé, puis elle a accepté de le lire. Et génial. J'ai eu un super commentaire, donc c'est cool. Trop bien. Trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Et donc du coup, on va parler aujourd'hui de cuisine, du coup, de diététique. J'ai plein de questions par rapport à ça, par rapport à ton passé, actuellement, etc. Je vais revenir juste sur comment j'ai rencontré Anne-Marie. Moi, j'ai fait un atelier, c'était manger en pleine conscience un midi via le site Elia Lingerie. Du coup, j'avais acheté des culottes de règles et du coup, ils proposent des ateliers gratuits sur ce site de tout type, sur les enfants. J'ai déjà fait aussi des ateliers sur l'alignement, etc. Et puis donc là, il y avait un atelier diététique, manger en pleine conscience. Et donc, j'ai passé 1h30 avec Anne-Marie à manger ma petite salade d'endives. Je m'en souviendrai toujours, très lentement. Heureusement que c'était froid. Et du coup, mais c'était très appréciable parce qu'on était 3 je crois. Et du coup, on avait chacune notre propre ressenti. Et aujourd'hui, nous allons manger à la fin de cet épisode du chocolat en pleine conscience. Donc, je vous invite à trouver quelque chose d'assez simple, un morceau de chocolat ou quelque chose que vous pourriez manger. Des amandes, des raisins secs, d'accord. Ce que vous avez, ou des petits bouts de gâteau aussi, ça passe très bien. Ok, donc quelque chose pour manger en pleine conscience et voir comment exactement on mange en pleine conscience. Donc, j'aimerais revenir sur ton
début de vie et comment dire, ta vision de l'alimentation à l'époque et ce qu'on t'a apporté, en fait, dans l'enfance, comment s'est passé, tes apports sur la diététique, sur l'alimentation? Eh bien, moi, déjà, j'ai été élevée dans une famille où on cuisine beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir ma maman qui s'est arrêtée 10 ans pour nous élever. On est 3 enfants à la queue leu-leu. D'accord. Donc, fallait bien ça, je pense. Et j'ai un papa qui est boucher. D'accord. Donc voilà, donc j'ai vraiment baigné dans une famille où la cuisine, c'était hyper important. Donc, c'est quelque chose dont je me souviens, moi, quand maman n'avait pas le temps de cuisiner, elle faisait un bourguignon. D'accord. Parce que c'était rapide à lancer. Et puis, bon, oui, c'est vrai qu'avec un papa boucher, on avait toujours de la viande rouge à la maison. Moi, maintenant. Mais à l'époque, on le faisait beaucoup. Donc, clairement, c'est ce qui m'a vraiment forgé autour du goût de la cuisine, du goût de l'apprentissage, des saveurs, la recherche un petit peu de la recette, mais aussi le plaisir des choses simples, finalement, parce que cuisiner un gâteau avec les 3 enfants, enfin moi c'est l'image que je vois de ma jeunesse, c'est maman avec les 3 enfants à côté où elle nous incluait vraiment dans toute la préparation. C'était une activité en soi. D'accord, une vraie activité de cuisiner avec ses enfants donc. Exactement. Et vous goûtiez à chaque fois que vous aviez quelque chose ou même la pâte? Toujours la pâte crue, c'est ça. Aux grandes dames de maman qui disait arrêtez, vous allez être malade. Mais oui. Moi, c'est vrai que je le dis à mon fils, est-ce que tu sais si ça... Enfin, voilà, parce que c'est une pâte crue, quoi. Il y a des choses qui... Moi, je le dis pas parce que je le fais encore. J'adore manger la pâte crue. J'ai du mal, vraiment, je sais pas exactement, je me dis peut-être que ça peut faire mal au ventre. Bon, après, j'ai mangé petite, ça m'a jamais rien... Mais j'avoue que maintenant, j'ai du mal à laisser mon fils manger la pâte crue. Mais oui, ça peut être... Ce qui peut faire mal au ventre, c'est les levures. On peut avoir un peu de fermentation, mais normalement, ils en mangent pas une grosse quantité. C'est ça. Non, parce qu'on n'en laisse pas toute la totalité dans le plat, en fait. On essaye au maximum. C'est le petit plaisir, quoi. C'est vrai. L'enfant, il a vraiment l'impression de participer, d'étaler au rouleau, ou avec son petit rouleau, ou le rouleau des grands, ce qu'ils aiment bien faire. Donc, nous, voilà, moi, en tout cas, j'ai développé ma passion pour la cuisine à ce moment-là. Et j'ai eu envie, à 18 ans, d'aller en cuisine. D'accord. Voilà, mon père travaillait beaucoup avec les restaurateurs et il m'a dit c'est quand même pas un endroit pour la vie familiale. On n'avait pas du tout la présence de femmes en cuisine comme on a aujourd'hui. C'était vraiment une époque différente. Et donc, quelque part, voilà, je suis allée faire des études, mais j'ai gardé ce goût pour la cuisine en moi. Donc, j'ai passé mon CAP BEP cuisine en même temps que mes études et je me suis arrêtée après un an sabbatique pour passer mon BTS diététicienne. D'accord. Donc, j'avoue, là, je suis un peu restée sur ma faim, sur le BTS diététicienne, parce que j'ai trouvé ça très cartésien, très mathématique. On prenait vraiment la mesure, le poids, on mettait limite dans une machine, on calculait les apports dont la personne a besoin. Et puis finalement, je trouvais que ça allait pas assez loin. Ça allait pas assez loin, c'était un peu trop cartésien. Donc j'ai fait mon bonhomme de chemin dans un autre métier et je suis revenue à la diététique quand j'ai vraiment découvert la pleine conscience. D'accord. Où là, j'ai tout de suite fait le lien entre l'alimentation de pleine conscience et la diététique. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. Moi, je cuisine comme ça. Donc je cuisine beaucoup avec les sens. C'est pour ça que j'ai dit que je cuisinais avec le nez tout à l'heure. On prend ce plaisir en anticipation et en fait, le plaisir de manger est tellement important que voilà, je voulais utiliser l'alimentation en pleine conscience pour aider les gens à retrouver le plaisir de manger. Parce qu'il y a beaucoup de maladies autour de l'alimentation qui se sont développées, donc les troubles du comportement alimentaire, des compulsions, une relation entre le stress et l'alimentation qui n'est pas toujours très sereine pour tout le monde. Ça arrive. Exactement. D'ouvrir le placard à gâteaux, ou se retrouver la tête dans le frigo quand on est un peu stressé. C'est normal, et voilà. Mais de pouvoir apporter vraiment des clés pour pouvoir gérer ça, évidemment dans l'assiette, mais aussi surtout en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, en termes de relation à soi aussi. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu avais déjà fait à l'époque des stages dans des établissements hospitaliers ou avec des diététiciennes, ce genre de choses? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en voyais du coup qu'est-ce que tu en sortais de ces stages? Moi, j'ai travaillé à l'Institut Curie en cancérologie. D'accord. Donc ça a été très éprouvant parce que finalement, j'ai même assisté à des opérations de 3 cancers différents. D'accord. C'était très éprouvant. Mais voilà, là c'était... limite, il y avait un besoin vital de faire très attention à ce qu'on donnait à manger aux patients.
Donc ce côté très médical, moi j'ai trouvé qu'il était très utile dans l'approche de la diététique et du rôle de la diététicienne. Mais voilà, avec toujours la peur de se rater, de donner un aliment, finalement, cet environnement, il ne permet pas de laisser la place au plaisir, en fait. On est dans quelque chose de très cadré, très régulier, où il faut suivre des règles vraiment précises. Voilà, moi, c'est un pan de la diététique, finalement, que j'ai laissé de côté aujourd'hui pour me concentrer vraiment sur la relation à soi et justement toutes ces troubles du comportement ou des conduites alimentaires. Ouais, et puis surtout, je trouve que dans le milieu hospitalier, la présentation des plats ne te donne absolument pas envie de manger, les barquettes en plastique. On n'est pas du tout dans le plaisir et c'est dommage parce qu'on pourrait en laisser un petit peu, comme tu dis, dans la présentation, dans les odeurs, dans les textures et c'est pas toujours évident en fonction des régimes vraiment très stricts que doivent suivre certains patients en réalimentation. Donc j'ai fait aussi des stages dans un hôpital qui traitait l'obésité. D'accord. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que là, on faisait de l'éducation. Oui. Donc, on se rend compte que certaines personnes ne savent pas comment manger équilibré. Ouais. Et par cette éducation, on peut vraiment apporter vraiment des billes pour donner aux gens tous les outils dont ils ont besoin. Oui. Après, ça ne règle pas le problème. On sait que l'obésité, c'est une maladie chronique qui se projette dans un temps assez long. Donc, on ne peut pas on peut pas guérir de l'obésité en quelques semaines. Oui. Il faut vraiment réapprendre à manger différemment. Il faut remettre son corps en mouvement. Il faut se remettre dans une relation à l'alimentation un petit peu différente. Mais ça passe aussi par une meilleure gestion de ses émotions, par une meilleure gestion aussi de son image, de son reflet dans le miroir. Et c'est pour ça qu'une approche un petit peu plus holistique, plus large que juste regarder l'assiette, moi, c'est vraiment ma conviction. Et du coup, en préparant cette interview, je t'avais demandé justement si toi, tu avais un lien, parce que du coup, au vu de ce que tu dis, il y a quand même un côté psychologique. Est-ce que tu as un lien avec des personnes qui sont dans la santé mentale, des psychologues, psychiatres ? Alors moi, j'ai fait une formation avec le REPOP sur Toulouse, qui est une très belle formation parce qu'on nous apprend justement à créer des liens entre praticiens. Ok. Faut savoir, je pense qu'il faut connaître ses limites. Oui. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon cabinet donc à Saint-Cyprien, dans un endroit qui s'appelle Ma Bulle en Santé, où on est plusieurs praticiens. Et on travaille main dans la main. Génial. Donc, il y a des psychologues, il y a même une médecin qui s'occupe justement des troubles de la conduite alimentaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire les liens et de passer la main, ou alors de faire une approche en binôme ou en trinôme en fonction des profils pour justement aider au mieux les patients aujourd'hui. Ok. Non, c'est très très bien. De toute façon, on va en parler peut-être maintenant d'ailleurs. Pour revenir sur, on a parlé de ton passé à toi, mais parlons de l'enfance, de ce que tes patients ressortent. Tu me l'as dit en préparant pareil cette interview, que du coup, il y avait beaucoup de personnes qui te parlaient de leur enfance et du lien qu'ils avaient avec l'alimentation durant leur enfance, du coup. Alors oui, moi, c'est une question que j'aime bien poser à la première séance. Pour essayer vraiment de comprendre la relation à l'alimentation de chacun, il faut remonter à l'enfance. Savoir comment se passaient les dîners, est-ce qu'ils étaient à table devant la télé, est-ce que c'était un moment convivial, est-ce que les parents cuisinaient. Comprendre vraiment quelle éducation alimentaire on a reçue. Parce que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup aussi dans le relationnel qu'on a développé avec ses parents, sur son corps, parce qu'encore beaucoup de patientes me disent qu'elles ont eu des petites réflexions un petit peu désobligeantes sur leur poids, sur tu devrais pas te resservir, c'est pas bon pour toi, ça va aller directement dans les fesses. Ça, c'est une patiente sur 2 aujourd'hui. D'accord. Et je me rends compte à quel point c'est important pour les parents de savoir apporter de la bienveillance dans cette relation et pas faire culpabiliser son enfant. Parce que plus tard, ça peut se transformer en trouble de la conduite alimentaire et de troubles avec son image, en fait. Parce que souvent, ces patientes me disent « Mais quand je regardais les photos, j'étais même pas grosse. » Et finalement, toute ma famille a créé ce genre d'image différente de moi, en fait, qui n'était pas celle que je voyais dans le miroir. Donc, voilà, c'est important d'apporter un petit peu de bienveillance, de travailler avec ses enfants aussi pour la découverte de la cuisine, de la découverte un petit peu de leur équilibre, et puis de savoir leur donner des indices pour, s'ils ont envie de se resservir, vous voyez qu'ils se resservent 4 fois, juste créer une pause et leur demander, mais demande à ton ventre, est-ce qu'il a encore faim, comment il est qu'il est bien rempli ou peu rempli. Donc voilà, essayer de reconnecter en fait les enfants à leurs propres repères finalement. Parce que leur pousser des messages en leur disant t'es trop grosse ou fais attention, c'est pas bon pour toi, finalement c'est leur pousser des repères qui sont pas les leurs. Donc leur permettre un travail pour se reconnecter à eux-mêmes, c'est ça qui peut vraiment les aider pour la suite. D'accord.
Et du coup, venons-en, du coup, on va parler de l'enfance, parce que l'adolescence est aussi une période assez difficile, du coup. Surtout, là, tu parles souvent de tes patientes, du coup, parce que c'est vraiment très féminin, je trouve. À l'adolescence, on commence à avoir des vergetures. On se dit, ah punaise, c'est parce que j'ai pris du poids. Mais en fait, classiquement, on se rend compte qu'on a toutes des vergetures au final. Mais du coup, j'aimerais bien revenir sur ça, souvent, il y a l'enfance, mais il y a aussi la construction à l'adolescence, en fait. On se regarde toutes, en fait, prendre du poids, etc. Et c'est parfois compliqué à l'adolescence de se construire avec notre vision du corps, parce que je trouve que l'alimentation, c'est aussi notre vision du corps, la vision des proches, mais aussi notre vision à nous aussi. À l'adolescence, toi, est-ce que tu as des patientes d'ailleurs qui te parlent de l'adolescence ? Alors, j'ai des patientes qui viennent me voir à 18 ans. Ah ouais, très tôt. Si jeune ? Ouais, hyper jeune, parce que la période entre 15 ans et 18 ans, c'est là où se développent assez souvent les troubles de la conduite alimentaire. Ouais. L'anorexie, la boulimie, et puis une image de soi qui est compliquée. Ouais. Justement, tu l'as dit, c'est un moment où le corps change. On n'est pas préparé, en fait. Même aujourd'hui, est-ce qu'on prépare vraiment nos enfants à ce moment où leur corps change ? À part de l'avoir vécu soi-même, on peut expliquer avec nos mots, mais l'enfant, il va passer, nos filles vont passer par ce moment-là où les seins poussent, les règles, c'est quand même assez inconfortable au début, on ne sait pas comment faire. Donc finalement, on n'habite plus dans son corps. C'est un corps qui est étranger. Il faut du temps pour justement retrouver ses propres repères dans ce corps qui est différent, qui va changer. C'est pareil pour les hommes, mais je pense que l'image change moins pour un homme. Alors que pour la femme, on a des formes, on prend des cuisses, etc. On habite dans un corps de femme. Et souvent, les adolescents ne sont pas prêts à devenir des femmes encore. Donc là, c'est vraiment des jeunes filles qui, justement, sont en décalage par rapport à l'image et qu'il faut accompagner d'une façon différente. Ouais. Et du coup, on va parler de tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Dans ces troubles du comportement alimentaire, moi, j'y vois, c'est ce que j'ai vu en tant qu'infirmière. J'ai travaillé 4-5 mois en hôpital de jour d'obésité. C'était plutôt boulimie, compulsion. Anorexie, on en voyait moins parce que du coup, c'est vrai que c'était plus obésité. C'est un hôpital de jour d'obésité, mais il y avait eu 1 ou 2 femmes anorexiques. Mais c'est vrai que du coup, est-ce qu'il y a d'autres dans les comportements des troubles du comportement alimentaire, il y a d'autres troubles qu'on ne connaît pas ou... Ça peut aller encore plus loin que ça. Tu as parlé de la boulimie. Donc, boulimie, il y a plusieurs choses. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hyperphagie. C'est le fait de manger énormément, de grosses quantités, sans forcément se faire vomir. D'accord. Donc ça peut être aussi un trouble. On a ce qu'on appelle l'orthorexie. D'accord. Avec la volonté de manger de tout maison, tout bio, tout machin. D'accord. Et que le moindre écart, en fait, génère un stress absolument incroyable. Moi, j'ai une patiente qui boit énormément d'eau dès qu'elle a fait un McDo avec ses enfants parce qu'elle ne le supporte pas. Ah, d'accord. Il faut qu'elle lave son corps. Okay. Donc voilà, et ça va jusqu'au toc alimentaire, le fait de ne pas pouvoir manger chaud, pas pouvoir manger, croquer directement dans un fruit, devoir le couper avec sa fourchette. Okay. Donc en fait, ce sont des comportements anormaux avec l'alimentation. D'accord. Ou en tout cas, qui manquent de sérénité. Ouais. Et puis qui vous emmène sur des chemins où le mental va prendre beaucoup le relais. Donc c'est un lien entre l'alimentation et un mental qui va représenter une charge, en tout cas en termes d'alimentation, trop importante dans les vies. Est-ce que ça peut venir à n'importe qui, en fait, dans n'importe quel milieu, ou ça peut être n'importe qui tout le monde pourrait avoir des troubles du comportement alimentaire. C'est pas lié à un milieu. Voilà, c'est ça ma question exacte. C'est est-ce que ça peut être lié à un milieu professionnel, à un milieu particulier, plutôt les bas milieux, les ouvriers, etc. Ou tout le monde peut avoir un trouble du comportement alimentaire? Il y a quelques recoupements qui sont faits, mais c'est vrai que ça peut toucher tout le monde. Ouais. Ça peut toucher tout. Alors c'est très féminin. Oui. C'est très féminin, mais pas seulement. Mais oui, ça peut toucher tout le monde à différentes échelles, en fait. Oui. Parce que tu parlais de compulsion. Alors compulsion, c'est pas un vrai trouble du comportement alimentaire, mais quand on a besoin de chocolat pour tenir son stress, etc. Bon, des fois c'est pas complètement serein non plus.
Si on mange une tablette par jour, c'est vrai que ça montre qu'il y a quand même un petit déséquilibre. Donc finalement, je pense que tout le monde peut être touché, mais à différents niveaux. Mais pour que ça devienne vraiment un trouble du comportement alimentaire, là, ça devient vraiment anormal. Et avec une charge mentale qui devient trop importante. D'accord. Et bien du coup, on va passer au présent actuellement. J'aimerais savoir exactement ce que tu crées actuellement. Alors du coup, tu as écrit un livre qui s'appelle Gourmande en pleine conscience. Je vous mettrai le lien en description du livre. Quand le plaisir s'invite à table. Donc c'est un livre... c'est un voyage, un voyage un peu dans l'alimentaire en fait, sur plein de petits moments. De dégustation. Ça donne envie de manger, je vous avoue. Le marché. Je vous lis juste les titres. Le premier verre des vacances, Chez le chocolatier, à nul autre pareil. Bon, il y a des titres un peu différents, mais la goutte de confiture. J'ai beaucoup aimé celui-là. Et voilà, c'est un livre du coup que tu as écrit par rapport à ton histoire personnelle aussi du coup. Alors, j'ai fait en sorte que ce soit pas trop personnel, justement. Je me suis mis comme derrière une caméra à essayer de filmer des moments de la vie complètement anodins, des moments épicuriens, sur lesquels on a tendance à passer un peu vite. Donc, par exemple, quand vous lisez la nouvelle sur le beurrer un moule, je pense que la prochaine fois que vous beurrez un moule, vous ne le vivrez pas pareil. C'est quand même hyper charnel comme moment, on a un contact avec la matière. Quand en fait, on le fait en pleine conscience, parce qu'il s'agit vraiment là de pleine conscience, d'être vraiment sur le moment présent, et connecté à ce qu'on fait. Quand vraiment on beurre un moule en pleine conscience, en fait, il se passe des choses sensorielles assez hallucinantes. Et c'est ça que j'ai essayé de faire passer, même prendre un café en terrasse. En fait, c'est tellement un plaisir de prendre un café en terrasse. On tient la tasse chaude entre les mains, on peut se concentrer sur la chaleur, on va sentir l'odeur du café, on va regarder au loin parce qu'on commence à se détendre, etc. Donc, dans chacun de ces petits moments, finalement, j'ai essayé de faire en sorte que chacun puisse s'identifier. Voilà. D'accord. Mais à chaque fois, je rajoute la petite anecdote qui m'a donné l'idée d'écrire chacune des nouvelles, qui est plutôt une anecdote personnelle. Et du coup, les images sont très jolies, je trouve, au début. Bon, je vous mettrai tout en description. Et je voudrais revenir aussi sur ton nom de compte Instagram. Pourquoi tu l'as appelé Food de soi ? En fait, c'est un petit peu la rencontre de deux univers. C'est l'amour de soi et puis le food. C'est qu'en fait, pour moi, le plaisir est tellement important, c'est que apprendre à plus s'aimer, c'est apprendre à aimer la cuisine, apprendre à aimer son alimentation, respecter son corps. Donc, c'est toutes ces idées que j'ai eu envie de faire passer. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant, mais ce nom, je l'ai trouvé, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. C'est très joli. C'est très joli, j'apprécie beaucoup. Et donc, tu es sur Instagram et sur TikTok, du coup ? C'est ça ? Alors, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi un petit peu. D'accord. J'ai un site internet aussi qui s'appelle fooddesoi.com. On vous mettra tout en lien dans la description. Et sur Doctolib. Ah oui, du coup, pour tes rendez-vous. Pour la prise de rendez-vous. On peut faire des rendez-vous en visio, je voulais te demander du coup. Alors, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Donc, j'ai un accompagnement qui va plus être dans l'accompagnement individuel. Où là, je combine vraiment l'approche diététique et le coaching, en fait, en alimentation en pleine conscience. Donc ça peut se faire au cabinet, donc à Saint-Cyprien à Toulouse, bientôt à Lyon, et aussi en visio. D'accord. Donc j'accompagne des gens à différents endroits en France. Et j'ai aussi un autre format, alors qui est très bien parce que c'est vraiment la formation de référence d'alimentation en pleine conscience. Ça s'appelle le MB Eat. Donc c'est un programme d'accompagnement sur 12 semaines qui est un format vraiment idéal pour changer des habitudes. Donc on dit qu'il faut 8 semaines pour changer des habitudes, mais il faut bien 12 semaines pour être sûr que ce soit durable. Donc c'est un programme qui scientifiquement a montré vraiment ses preuves dans l'accompagnement de tout ce qui est compulsion, hyperphagie ou même boulimie, avec une perte de poids justement sur la durée du programme. Parce qu'en fait, on permet justement dans le programme de retravailler son lien à soi, d'apporter plus de bienveillance, d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à ressentir la faim, la satiété, le plaisir de manger. Donc c'est comme un programme de rééducation où il y a aussi bien de la pédagogie, de l'échange dans un groupe, parce que c'est un groupe réduit de 10 personnes maximum. D'accord. Et puis c'est ce chemin en fait qu'on fait ensemble. Donc c'est toutes les semaines qui va permettre justement, même si c'est en visio, de pouvoir avancer. Chacun a son rythme et puis chacun a des bases différentes. Et là, tu es sur cette première formation de groupe en collectif. Comment tu la sens ? Comment tu sens tes patients du coup sur ça ?
sur leur évolution, parce que tu me disais, donc là actuellement on tourne fin mars, mais tu en as 8 séances, du coup 8 semaines. Comment ça se passe? Comment tu les sens? Quelle est leur évolution du coup? Et ben, chacune a vraiment évolué à différents niveaux. C'est marrant, hein, parce que chaque personne arrive avec un lien avec l'alimentaire et une histoire de l'alimentation complètement différente. J'ai par exemple une personne qui avait beaucoup de crises de boulimie, au moins 3 fois par semaine, qui n'en a plus depuis la séance 3. Parce que justement, on a apporté des outils différents pour apprendre à les gérer. Et aussi la puissance du groupe. Je pense que ça, c'est pas anodin et c'est un vrai plus dans la formation, de pouvoir avoir cet échange bienveillant. Et quand chacun échange sur son histoire, finalement, il donne aussi des clés sur la façon dont il a su le gérer. J'ai une autre personne qui arrive enfin à se poser. Qui n'a jamais vraiment réussi. Elle était à 100 à l'heure tout le temps, dans sa façon de manger, dans sa façon de vivre. Et là, qui arrive à créer du temps pour elle, qui sait écouter sa satiété maintenant, alors qu'elle mangeait systématiquement à se faire exploser l'estomac à chaque repas. Donc là, elle arrive vraiment à gérer ça d'une façon plus naturelle. J'ai une autre personne qui a perdu du poids, même si c'est pas du tout l'objectif du programme, qui a perdu du poids, en fait, sans rien faire. Juste parce qu'elle sait mieux s'écouter. Encore une fois, elle utilise vraiment les besoins de son corps. Quand elle a plus faim, elle s'arrête. Tu sais, le fameux « finis ton assiette » quand on est enfant, qu'on nous a inculqué, et ben, elle le fait plus. Et en fait, ça fait une vraie différence. C'est que ça permet de se demander, mais est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je vais jusqu'à la fin de mon assiette? Ouais, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, j'imagine que tu les vois toutes à chaque fois. D'ailleurs, tu dis toutes parce que t'as que des femmes. J'ai que des femmes. De tout âge. De tout âge. Et puis, j'inclus quand même une séance individuelle pour pouvoir travailler avec certaines des points vraiment particuliers. Et puis, la prochaine session, c'est en mai. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, elles ont donc ce lien tout ensemble, si je comprends bien. Et du coup, ça doit créer, même si elles ont des troubles différents, ça doit quand même créer un lien entre elles. Ouais, carrément. Génial. Et j'aimerais revenir, alors ça, je t'en ai parlé plusieurs fois, sur tout ce qui est émissions de télé, sur les pubs, sur la nutrition, tout ça, moi, ça m'interpelle. Tu sais, les pubs sur la nutrition qu'il y a souvent, alors, tu vois, pour les enfants sur les chaînes de jeunesse, souvent les pubs sur les céréales, etc., où on te dit manger 5 fruits et légumes, alors qu'on te passe une pub avec des céréales qui sont hyper sucrées. Et en dessous, il y a écrit aussi ne mangez pas trop salé ni sucré, etc. Et puis, pareil, pour les pubs dans les matchs de foot, tu vois, c'est un sport, mais dans chaque pub, tu vois des pizzas, etc. J'aimerais qu'on revienne sur ça, parce qu'en plus, t'as la pub qui te dit ne mangez pas trop de pizza, enfin, mangez une pizza, pardon, et puis derrière, t'as un petit message qui te dit ne mangez pas trop salé ni sucré. Donc, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'est une obligation de la télé de diffuser ce genre de message? Alors oui, c'est une obligation, c'est ce qu'on appelle le PNNS, le Plan National Nutrition Santé du gouvernement. L'idée, c'est justement de faire de l'éducation et de pouvoir expliquer qu'il y a certains produits, certains aliments, s'ils sont mangés de façon déséquilibrée, ça a un impact sur la santé. Donc il faut savoir que l'obésité, c'est aussi une priorité pour le gouvernement. Parce qu'on a quasiment 17%, je crois, des personnes en France qui sont obèses. D'accord. 50% des adultes en surpoids. Donc, c'est vraiment une priorité du gouvernement de faire en sorte qu'on puisse baisser. Alors, c'est vrai que ces messages sont compliqués parce que finalement, comme tu le dis, on voit un paquet de chips et éviter de manger trop salé. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre d'emblée. Mais c'est vrai qu'on a quand même renforcé toute la partie éducation. Il y a maintenant dans les programmes, même depuis la maternelle, sur la journée du goût ou des moments où finalement les enseignants vont faire passer ces messages différemment. La pyramide alimentaire, l'équilibre alimentaire. Donc c'est important, c'est une obligation et pas seulement à la télé, en radio aussi. Mais c'est vrai que ça suffit pas. Ça suffit pas pour changer les mentalités. Et oui, c'est vrai qu'à l'école de mon fils, il parle beaucoup d'alimentation équilibrée et que fréquemment, il m'a demandé si ce soir on mange équilibré. Ça m'a fait trop rire. Je lui dis, mais t'as appris ça à l'école? Il m'a dit non, mais moi je lui avais jamais parlé de ça forcément en lui disant équilibré. Et quand il me l'a dit, je me suis dit qu'il devait y avoir eu un petit point à l'école, mais j'ai trouvé ça marrant. On parlait hors interview tout à l'heure de l'alimentation d'aujourd'hui, du fait qu'on était, comme le disent tes patientes, dans un truc assez speed
où on est, où on fait à manger, où ouais, c'est ça, c'est qu'on prend moi, j'en prends de moins en moins, et d'après ce qu'on a discuté, toi aussi. Mais c'est vrai que de prendre rapidement des choses où tu réchauffes au micro-ondes, etc. Et comment on peut revenir petit à petit à se dire, je me pose et je reviens au moment présent en cuisine, pour quelqu'un qui a toujours été dans le speed. Quel conseil, toi, tu donnes à tes patients, par exemple ? Je pense que ça demande un tout petit peu d'anticipation, d'organisation, mais on a beaucoup d'aide aujourd'hui. On a des appareils ménagers qui nous aident et nous permettent de cuisiner différemment, pas forcément plus vite. Oui. Mais on prend le Thermomix ou les robots qui chauffent. En fait, on peut facilement couper 3 légumes et avoir une soupe au bout d'un quart d'heure, quoi. Donc ça fait gagner du temps quand on n'en trouve pas. Oui. Mais c'est aussi important de pouvoir utiliser ces moments de cuisine comme des vrais moments de détente, de reconnexion à soi ou de transmission avec les enfants. Ouais. Donc, pour ma part, moi, j'aime bien avoir les deux. C'est vrai qu'on travaille aujourd'hui, les femmes, c'est un peu différent aussi. Mais voilà, on n'a pas toujours ce temps-là. Donc peut-être choisir des moments dans la semaine quand on a un tout petit peu plus le temps pour cuire quelques légumes en avance, 2 féculents, et puis voilà, ça nous fait quand même une base à utiliser pour la semaine. Ouais, tu veux dire un peu de batch cooking, en fait, de choses comme ça. Oui, un peu de batch cooking, même si je trouve que le terme fait un peu peur. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'on s'imagine 4 heures en cuisine, à devoir suivre des recettes. Alors moi, je t'avoue que le batch cooking, je l'ai remis à ma sauce, parce que c'est vrai que quand tu vois les livres, j'ai essayé les livres de recettes de batch cooking en 2 heures, et même en étant 2, c'était compliqué pour moi. Donc je me suis dit, en fait, la semaine, t'as pas le temps, mais qu'est-ce que t'aimes ? Bon, t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que tu peux faire actuellement ? C'est peut-être décongeler un peu de surgelé, par exemple, de brocoli, d'haricots verts. J'essaye. Mon fils adorait ça il y a un petit moment, là, il les mange plus. La semaine dernière, j'ai essayé de faire ça toute la semaine en lui lançant des petits trucs verts. Il m'a dit non, mais à l'école, je voyais qu'il en mangeait. Enfin, la directrice me disait qu'il en mangeait. Bon, bref, c'est juste je me suis préparé un peu de riz, de semoule et de pâtes d'avance, avec quelques graines, entre guillemets, pour parsemer. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on est plus dans une alimentation végétalienne et végétarienne chez nous. Donc, du coup, ça m'a aidée sur la semaine à me dire, là, t'as moins de prise de tête, t'as plus de temps pour autre chose, et puis peut-être t'as plus prise de temps pour, peut-être te dire faire un gratin ou quelque chose comme ça. Et ça m'a aidée vraiment, et donc je sais même plus pourquoi je voulais dire ça, mais voilà, c'est juste, il y a des petites solutions effectivement à avoir aujourd'hui, et on parlait donc d'émissions, parce que je suis pas revenue là-dessus, mais du coup, on parlait tout à l'heure des émissions de Maïté, ce genre de choses à l'époque, qui était quand même folle, cette émission où elle tapait avec son rouleau, je sais plus. Son rouleau à pâtisserie sur les anguilles pour les tuer. Non, mais ça, c'est fou quand même. Oui, et puis je pense que la cuisine paraissait complètement inatteignable pour le commun des mortels. On utilisait les termes techniques. Les cuisiniers étaient sur un piédestal. C'était le guide Michelin. Alors qu'aujourd'hui, finalement, les émissions de cuisine, ils sont dans l'éducation. On l'a vu avec Tous en cuisine là, de Cyril Lignac pendant le confinement, où finalement, on a envie d'apprendre des choses simples. Et quand c'est simple, c'est bon aussi. On n'a pas besoin de trop en faire. Donc, je pense qu'il faut aussi arriver à se déculpabiliser. Tu parles des légumes surgelés, mais c'est très bien de manger des légumes surgelés. Quand tu as le temps de faire ton marché, les choisir toi-même, c'est cool. Mais si tu n'as pas le temps et que tu as quelque chose sous la main au congélateur, c'est génial parce que tu manges équilibré quand même. Du coup, je les assimile. Je le mets avec du persil, des trucs comme ça, tu vois. Je me dis, des petites choses aussi, qui donnent le goût aussi à mon fils, parce que l'essai nature, c'est vrai que j'aime bien lui donner le goût, donc j'essaye toujours de tenter un petit nouveau truc. Et puis la dernière fois, j'ai tenté le curry, alors qu'il y a quelques temps, il aimait pas, et puis là, il aime le riz au curry avec des oignons, tu sais, tu les fais un peu frire, et c'est vrai qu'il y a des petites choses à tenter de temps en temps avec les enfants. Et on parlait des légumineux aussi, du coup, on employait de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des légumineux, du coup ? Alors ça fait partie justement du nouveau PNNS 4 du gouvernement, la mise en avant des légumineuses, au moins, plus souvent en tout cas dans l'alimentation, parce que c'est vrai qu'on les utilise très peu. C'est toute cette famille en fait de lentilles, pois chiches, qui est quand même hyper riche, parce qu'elle est riche en fibres, riche en protéines. Donc c'est hyper intéressant, surtout qu'on a tendance à manger moins de viande. Donc ça c'est super, parce que c'est un mix entre des féculents et de la viande. Parce que vous avez un petit peu, c'est riche en féculents, c'est riche en protéines. Tu le fais avec du riz,
une petite sauce, et finalement, tu as un plat complet si tu rajoutes un petit peu d'épinards, etc. Donc, c'est très intéressant, les légumineuses. Donc, on a parlé de toutes ces émissions. Et du coup, parlons aussi de ces personnalités télé qu'on a vues. Alors, c'est vrai que j'ai pas la télé, mais qu'on a vu beaucoup à une période du type... Amaigrissologue. D'ailleurs, on a vu les émissions type Weight Watcher, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces personnalités qui vendent des livres, voilà, où les gens achetaient pas mal à une période. J'ai l'impression que ça diminue un peu, mais qu'est-ce que tu en penses? On sait aujourd'hui que les régimes ne fonctionnent pas. Moi, c'est vraiment une conviction, et c'est pour ça que la diététique en tant que telle ne m'avait pas vraiment plu. Parce qu'on est quand même ancré dans cette image de la maigrissologue qui est là pour vous faire perdre du poids. Donc moi, aujourd'hui, j'ai très peu de patientes qui viennent uniquement pour la perte de poids. Parce que finalement, elles se sont rendues compte, en utilisant les régimes, qu'elles n'y arrivaient pas. Et qu'au lieu de perdre du poids, finalement, le poids d'équilibre augmente. Dans 40% des cas. Donc vous reprenez votre poids perdu, et en plus, vous en reprenez plus. C'est énorme. Donc ça crée un déséquilibre. Donc voilà, moi, je ne comprends pas aujourd'hui les gens qui continuent à mettre en avant des régimes restrictifs. Je ne comprends pas. Ça devrait être interdit parce qu'on sait que ça fonctionne pas et que ça dérègle le métabolisme de base, que ça dérègle... mais bon, après, dans des cas médicaux, on en parlait un petit peu, des cas cliniques, où on a besoin de suivre un régime très strict pour des raisons de santé, là, ça a du sens. On sait que dans l'obésité, il faut quand même regarder le lien à l'alimentation, à l'assiette. Évidemment, il y a de l'éducation, de l'apprentissage, mais il y a aussi une notion de quantité qui va être importante, de gestion en tout cas, de ces apports. Mais voilà, le faire perdre 5, 10, 15, 20 kilos juste pour la silhouette, etc., on rentre dans une relation à soi qui est compliquée. Et j'avoue que moi, à l'inverse, tu vois, par exemple, j'avais 20, 21 ans et je voyais toutes ces nanas qui faisaient 60 kilos, et moi, j'ai fait une sorte de régime pour prendre, en fait, à l'inverse, et je faisais 45 kilos à la base. Et j'ai atteint, les 60 kilos en faisant du sport, en ayant une alimentation ultra riche. Et en fait, quand j'ai atteint ces 60 kilos, j'ai regardé mon corps et je me trouvais pas bien parce que je me reconnaissais pas, en fait. Et j'étais pas... c'était pas moi, quoi, en fait. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, je fais 45 kilos et 12 ou 13 ans plus tard, et je me sens plutôt bien. Et c'est vrai que, en fait, c'est l'image que véhiculent les médias, comme on dit, la pub, les émissions de télé, toutes ces émissions où, voilà. Et puis même dans les magasins, quand on voit les tailles, il n'y a pas énormément de tailles, donc j'en ai parlé dans un autre épisode avec une femme qui était relookeuse énergétique. Les tailles dans les magasins, ça commence au S et ça finit au XL et encore. Et donc du coup, ça amène à réduire la population à des tailles. Effectivement, oui, il faut qu'on fasse de la prévention, mais justement, c'est peut-être ça aussi, faire de la prévention avant d'avoir à atteindre des situations comme celle-là. Pour en venir au futur, pour parler du futur, disons que je vais en venir à tes enfants, du coup. Toi, du coup, j'imagine qu'avec le côté diététique, alors c'est souvent qu'on dit que les diététiciens, chez eux, ils doivent manger hyper bien. Est-ce que déjà ton mari cuisine un peu ? Ou c'est toi plutôt qui cuisine ? Mon mari, il fait des pâtes quand il cuisine. Alors qu'il sait très bien cuisiner. Mais voilà, les jours où il fait à manger, il n'a pas forcément le temps. Mais quand il prend le temps, il peut faire un gratin dauphinois, il peut faire des éclairs maison, etc. Ah ouais, génial. Non, il a une formation de cuisine aussi. Donc en fait, le bien manger chez nous est important, mais on va plus passer par le plaisir. Moi, je fais faire des petits exercices aussi pour manger des chocolats en pleine conscience à mes filles. Génial. Même celle de 4 ans, elle a réussi à le faire faire à son grand-père derrière. D'accord. Donc juste en intégrant les quelques réflexes, etc., en prenant le temps de sentir. Donc c'est important en fait de prendre conscience que le repas est important. C'est un moment en soi. Parce que souvent on a tendance à faire autre chose en même temps. On a son portable, on regarde la télé. C'est quand même pas facile. Quand on regarde la télé, on mange entre 40 et 90% de plus en quantité. Parce qu'on n'est pas connecté à ses vrais besoins, à sa satiété, à son ressenti. Donc l'idée, c'est de pouvoir redonner de l'importance au moment du repas, tout simplement. Faire en sorte, alors c'est peut-être pas tous les jours, parce que quand on a des enfants, on est speed. Et nous, les repas, c'est pas en pleine conscience tous les soirs. Faut arriver à se déculpabiliser aussi. Mais juste, de dire à tout le monde, regardez bien votre assiette avant de manger. Prenez le temps de sentir.
Et voilà. Après, on passe à table, les espies, les enfants se lèvent, etc. Comme dans n'importe quelle famille. Oui, parce que c'est vrai que moi, ayant travaillé avec une diététicienne, quand elle se ramenait un midi, elle avait eu la flemme de faire à manger un jour avant. Et elle s'est ramenée avec un McDo. Et on l'a tous regardé, l'air de dire une diète avec un McDo. Elle dit, ouais, mais là, franchement, ça faisait 3 ou 4 mois que je bossais avec elle. Et je crois qu'il y avait des personnes qui l'avaient jamais vue manger un McDo. Elle disait, ouais, mais là, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. J'ai eu telle réunion, machin et tout. Et du coup, elle a dit non, mais voilà, je le mange parce que je sais, j'ai régulé mon alimentation, ou je régulerai mon alimentation après. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à avoir une diététicienne. On s'attend à ce que ce soit parfaitement. Mais bon, vous avez le droit aussi à vos petits craquages aussi. Non, mais c'est dire que les médecins ne fument pas aussi. Oui, c'est vrai. C'est pareil. Non, mais l'idée, c'est juste de se dire que c'est pas forcément ce qu'on mange qui est important, c'est la façon dont on le mange. Ouais. Donc manger un McDo, ça peut être très bon si on prend le temps de le manger, qu'on apprécie, etc. Si on mange des McDo tous les jours, on grossira pas forcément, mais ça va avoir un impact sur sa santé. Ouais. Donc il faut juste accepter de diversifier son alimentation et puis sortir des interdits. Moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes patientes. C'est si vous avez dans la tête votre colonne d'aliments interdits, votre colonne d'aliments que vous pouvez manger, même la colonne à volonté qu'on véhicule à fond dans les régimes, les légumes à volonté, vous pouvez y aller. Non, il n'y a rien à volonté. C'est juste écoutez-vous, écoutez le plaisir, écoutez ce que vous avez envie de manger, mais ne vous fixez pas d'interdit. D'accord. Il faut s'autoriser à manger de tout. Ouais. C'est génial. Oui, c'est vrai que c'est difficile de s'écouter actuellement, mais bon, j'essaye avec ce petit podcast que les gens essayent de s'écouter un peu plus. On va revenir sur une période de vie dont tu m'as parlé, la ménopause du coup, et je voulais savoir sur quoi tu voulais en venir par rapport à l'alimentation et la ménopause. Alors c'est un moment qui est pas facile parce que hormonalement il se passe des gros changements, souvent liés à une prise de poids. À un moment donné aussi où les enfants sont grands, on a en tant que femme un rôle moins important à jouer. Oui. On a besoin de retrouver une place différente. Il y a même des femmes qui à ce moment-là ont leurs enfants qui quittent le foyer. Oui. Donc c'est un moment qui est compliqué, aussi bien en termes physiques que psychologiques. Oui. Et moi j'ai quand même pas mal de patientes autour de cet âge-là qui viennent me voir justement parce qu'elles ont perdu leur repère, elles ne savent plus comment faire. Ce qui marchait avant ne fonctionne plus. D'accord. Donc voilà, c'est un moment un petit peu déclencheur pour retourner voir un praticien et essayer de retrouver des bons repères. Ah ouais, j'aurais jamais cru que, tu vois, il y avait un changement si important à ce moment-là. Bon, écoute, je le saurai pour l'avenir, du coup. Tu as le temps de t'y préparer. C'est ça. Et du coup, chez les hommes, est-ce qu'il y a un changement aussi à un certain âge, à la ménopause, à l'andropause, ou d'autres moments dans leur vie Moi, j'ai l'impression que les hommes s'écoutent encore moins que les femmes. Je le vois, ils sont très peu à venir au cabinet. Ah ouais? Je dois avoir 95% de femmes. D'accord. Donc, ceux qui viennent, c'est qu'ils en ont vraiment besoin. Ouais. C'est qu'on a des troubles du comportement alimentaire ou un gros changement de vie en termes sportifs et qui a besoin d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'ils prennent moins ce temps-là de s'occuper d'eux. De l'alimentation, c'est vrai que c'est peut-être... dans nos générations passées, c'est plus réservé aux femmes et peut-être qu'ils ont moins la notion de déjà peut-être faire à manger, cuisiner. Voilà, ils sont peut-être un peu plus perdus ou juste ils osent pas, j'en sais rien. Oui. Mais messieurs, si vous nous écoutez, nous sommes là. On peut vous y aider. Du coup, on va déguster ce chocolat en pleine conscience. Donc, j'ai été chez un chocolatier qui nous a conçu du chocolat infusé. Alors, je ne sais plus exactement à quoi, mais voilà, du chocolat spécialement pour aujourd'hui. Alors, je vous laisse préparer vos petites affaires. Et puis, je vais laisser, du coup, Anne-Marie nous guider sur comment manger un bout de chocolat, quelque chose en pleine conscience, du coup. Vas-y, je te laisse faire. Et bien, super. Donc, on va juste commencer par mettre les pieds bien au sol, à détendre un peu nos mains. Vous pouvez même fermer les yeux et prendre juste 3 grandes inspirations. Juste pour s'ancrer un peu plus et autoriser le corps à se détendre. Autoriser le front à se détendre, l'espace entre les sourcils, les mâchoires, la nuque, les épaules. Vous pouvez peut-être ressentir les pieds qui s'ancrent un peu plus au sol, les mains qui sont un petit peu plus lourdes. Et laissez votre respiration revenir à un rythme un peu plus naturel. Car cette respiration vous sert vraiment de guide pour être plus présent
en suivant les mouvements qui sont liés à la respiration, en écoutant votre souffle entrer et ressortir, ça peut vous permettre de baisser un tout petit peu le volume sonore de votre esprit. Et vous pouvez réouvrir doucement les yeux à votre rythme et prendre votre morceau de chocolat entre les doigts. Et vous allez le regarder comme si vous n'aviez jamais vu de chocolat auparavant. Regardez vraiment les différentes textures que vous observez, la taille. Est-ce que c'est plutôt ferme entre les doigts? Mais ce que j'aime bien sur les chocolats de chocolatier, c'est de regarder en dessous le petit quadrillage qu'on voit. C'est toujours très symétrique, très joli. Donc voilà, juste prendre le temps de regarder avant vraiment de passer à la dégustation. Vous pouvez ensuite le sentir. Et même fermer les yeux, vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans votre ressenti des parfums. Et en sentant même des deux narines, parce que des fois on peut avoir une sensibilité différente d'un côté ou de l'autre. Et vous prenez une bonne bouffée de cette odeur de chocolat, vous allez juste apprécier où est-ce que ça vous emmène. Est-ce que vous avez des images qui vous viennent, des émotions, des souvenirs? Et ensuite, vous allez pouvoir en croquer un bout et le mettre dans votre bouche, sans mâcher dans un premier temps, juste en observant comment votre corps réagit à la présence de ce chocolat à l'intérieur de vous. Les premières saveurs que vous ressentez, peut-être la salivation. Et ensuite, prenez doucement le temps de mâcher pour voir un petit peu ces saveurs exploser, ces parfums se décupler, en essayant de ralentir le moment où vous allez avaler. Et quand vous prenez la décision d'avaler, essayez de suivre le chocolat le plus loin possible à l'intérieur de vous. Et puis peut-être vous rendre compte aussi, une fois que vous avez avalé, qu'il reste des saveurs à l'intérieur de la bouche. Et souvent, finalement, on a déjà une autre fourchette de prête, on a déjà, surtout avec les petits aliments, une poignée de cacahuètes ou d'amandes de prête, et on oublie d'aller chercher ce plaisir qui est encore présent entre les bouchées. Et donc après, vous pouvez faire la même chose, reprendre une deuxième bouchée et observer si les saveurs que vous ressentez sont les mêmes. Si elles sont plus intenses, moins intenses. Qu'est-ce qui change avec cette première bouchée que vous aviez eue juste avant? Et le plaisir est vraiment important et moi j'aime bien faire imaginer une échelle du plaisir qui va de 1 à 10. 1, j'aime pas du tout ce chocolat. 10, c'est le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé. Donc essayez d'imaginer mentalement où est-ce que vous vous situez sur cette échelle. Et de voir aussi, à mesure que vous mangez le chocolat, comment ça évolue. Comment cette envie de manger évolue. C'est ce qu'on appelle le rassasiement, la disparition de l'envie de manger. Et que des fois, on peut être rassasié avec quelques bouchées. Parce qu'on y a pris beaucoup de plaisir. On s'est écouté, on a ressenti que finalement, ça peut suffire. Et donc voilà, finissez votre morceau de chocolat en le dégustant comme ça, en pleine conscience. Et à la fin, en prenant conscience finalement que vous avez mangé du chocolat qui vous a apporté du plaisir et beaucoup de sensations. Finalement, c'est assez riche de manger en termes de sensations. Et on peut faire cet exercice avec n'importe quel aliment au final. Ne serait-ce que la première bouchée de votre plat.
pouvoir vraiment être présent à ce que vous ressentez, où est-ce que vous le ressentez, et l'intensité de votre plaisir, en fait. Ouais. Du coup, c'est vrai que je mange, je l'avoue, rarement du chocolat comme ça. Je le mange plutôt rapidement. Et du coup, tu vois, j'ai mangé que la moitié. Parce que du coup, avec le plaisir, le fait d'avoir savouré, comme tu le dis, de l'avoir goûté, etc., là, ça m'a suffi, en fait. Alors, peut-être que, on est dans des horaires où c'est après manger, etc., donc j'ai peut-être bien j'en sais rien, hein, mais j'ai pas... Enfin, le plaisir était là. Je sens pas l'envie de continuer mon bout de chocolat, en fait, plus loin que ça, parce que ça me convient et que, ça m'a suffi. Et j'ai encore le goût donc c'était du chocolat noir, et du coup, le goût est très fort. Et j'avoue que plus les bouchées avançaient, donc j'en ai pris 3, et plus le goût était fort, et ça m'a suffi, en fait. Et c'est vrai que on le ressent pas pareil. Et le fait c'est un peu un état méditatif dans lequel tu nous mets pendant les 3. Voilà, c'est un état de présence à soi, en fait. Ouais. Donc c'est comme la méditation, c'est comme une méditation guidée, mais ça permet justement de se rappeler que avec la respiration, on peut s'ancrer assez facilement. Ouais. Et quelque part, c'est pour ça que moi j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut pas se fixer d'interdits. Oui. Parce que souvent, on se fixe des interdits parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Oui. Et si vous appreniez au contraire à manger différemment avec plus de plaisir, finalement, vous pourriez vous arrêter plus intuitivement. Ouais. Et sortir justement de ces interdits, de ces compulsions, de ce cercle vicieux, de la restriction qui en fait mène au craquage. C'est surtout que tu vois, comme tu disais tout à l'heure, ce truc de vouloir finir nos assiettes parce que on nous a dit de finir nos assiettes alors qu'on n'a plus faim, en fait, les 3/4 du temps. Si on réfléchissait et si on s'écoutait, moi, c'est fréquent, je remplis mon assiette alors que je vois mon fils, je vais lui mettre... c'est vrai que des fois, je lui dis, sers-toi. Mais des fois, il me dit, vas-y, serre-moi, et j'en mets beaucoup... Serre-moi, oui, donc, et je lui en mets beaucoup trop. Et il me dit non, mais j'ai plus faim. Et lui, il s'arrête. Et il a compris qu'il avait plus faim. Alors que moi, je vais finir mon assiette et je vais finir la sienne. C'est fréquent, tu vois. Et c'est souvent quand nos parents ont fini l'assiette de nos enfants en se disant non, mais il faut pas trop gâcher. Alors que c'est vrai que, je me dis des fois, remets-le, ça te fait un reste. Et puis, c'est vrai que nous, le dimanche, souvent le dimanche soir, on fait une soirée reste et on adore ça parce que du coup, tu peux piocher dans tout ce que tu veux. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des choses où on nous oblige à... Moi, je me souviens que j'étais la dernière à table parce que j'avais du mal et je mangeais très lentement et j'avais du mal à finir mon assiette. Et du coup, il fallait que je la finisse, mais c'était très compliqué. Et il y a des personnes où, oui, c'est des alimentations. Alors, je me souviens, en obésité, je te disais, il y avait quelqu'un qui avait eu une enfance où il mangeait que des pommes de terre. Et du coup, pour lui, manger autre chose que des pommes de terre, donc il est en couple, manger autre chose que des pommes de terre, pour lui, c'est très compliqué parce que, il a découvert ça avec sa femme, quoi. Parce que, du coup, de son enfance, il se rappelle des pommes de terre, simplement. Et oui, c'est toute une rééducation. C'est ça, effectivement. C'est la rééducation alimentaire. Ouais. Le plaisir, le fait de la satiété, etc. Et c'est vrai que maintenant, comme on disait tout à l'heure, l'alimentation d'aujourd'hui, on mange vite, on prend moins le temps de prendre du plaisir et d'être dans l'instant présent. On le prend quand on est entre amis, aux grandes fêtes, aux grands événements, mais pas forcément... quand on est tout seul chez soi, tous les midis ou tous les soirs, dans l'entrepreneuriat, j'avoue que moi, c'est rare que je prenne vraiment 3/4 d'heure, une heure, à part le jour où j'ai fait l'atelier avec toi, où j'ai pris vraiment mon temps pour me dire, allez, là, tu fais un atelier. Mais c'est vrai que... Ça peut être juste 10 minutes ou un quart d'heure, en fait. Ah ouais? Où tu te dis, voilà, je vais me préparer quand même une belle assiette, j'ai envie qu'elle soit colorée, je me mets à table. Et voilà, tu regardes ton assiette, tu commences à manger, et plutôt que d'avoir ton écran à côté où finalement tu fais tes mails, refaire une vraie pause, même si elle est courte, avec soi, en fait, ça ressource beaucoup, et puis ça nourrit, en fait, pas seulement l'estomac, mais ça nourrit en termes de fatigue, de ressourcement, etc. Ouais. Et puis c'est vrai que tu utilises vachement le nez, et effectivement, quand tu m'as dit de sentir le chocolat, tu ressens, oui, effectivement, moi je suis re-rentrée dans cette chocolaterie où j'ai acheté le chocolat et où tu ressens des émotions, en fait, liées à ça, et du plaisir. Donc merci pour ça. On va passer à mes 3 dernières questions. Si tu rencontrais, par rapport à ton métier, si tu rencontrais le président de la République, qu'est-ce que tu aurais à lui dire ? Moi, je lui dirais que l'obésité, c'est quand même une priorité du gouvernement. Le fait de pouvoir baisser l'obésité en France, et les diététiciennes ne sont toujours pas remboursées par la sécurité sociale. On est remboursé par la mutuelle, mais pas par la sécurité sociale. Et ça, je ne comprends pas. Ouais. C'est pas logique avec l'objectif du gouvernement. Oui.
Est-ce que parce que du coup, les mutuelles, c'est toutes les mutuelles qui remboursent le... Il y en a beaucoup qui les remboursent, pas toutes, ça dépend du forfait que tu prends sur des options, mais voilà, si vous avez l'ostéopathie, la psychologie qui est remboursée, les diététiciennes, en fait, on est dans la même ligne. D'accord. Donc c'est pris en charge. Et c'est vrai que c'est pas, on n'est pas informé là-dessus, on ne sait pas forcément que dans nos mutuelles, les diététiciennes sont remboursées, mais c'est vrai que ce serait mieux si c'était une prise en charge totale. Alors, je ne sais pas comment réguler ça, mais c'est vrai que ce serait beaucoup mieux. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire aussi on fait déjà beaucoup de choses pour les enfants, mais est-ce que tu penses qu'il y a autre chose à faire au niveau de l'enfance, de l'éducation, dans les écoles ? Ah, j'ai oublié de te dire que moi, dans l'école de mon fils, je me suis aperçue il rentrait plusieurs fois avec des jeux McDo. Je ne sais pas si dans l'école de tes enfants, c'est ça. Et ça m'a perturbée. Parce que du coup, il est rentré avec des jeux McDo, mais vraiment avec le M, et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça veut dire que McDo est rentré dans les écoles. Et j'ai trouvé ça très perturbant. Alors, je sais pas si tu avais, parce que nous, on a parlé, du coup, dans les écoles de la semaine du goût, etc. Mais là, c'était hors semaine du goût, en fait. D'accord. Et je sais pas si dans l'école de tes filles, oui, il y a ça. Non, parce qu'on a la chance d'avoir une cuisine qui fait vraiment la cuisine sur place. Donc, c'est moi, petit village. Donc, ça, c'est une grande école de Toulouse. Et du coup, j'étais surprise de voir que oui, il rentrait avec des puzzles, parce que du coup, maintenant, McDo fait des puzzles, etc. de McDo, du coup. Et c'est surprenant, en fait, de dire que maintenant, ils sont intégrés dans les écoles publiques. Mon fils est dans une école publique, donc... Il faut savoir, c'est qu'en général, les menus des écoles sont validés par les diététiciens. Oui. Donc, même si, encore une fois, il n'y a pas d'interdit. Ouais. Alors après, c'est toujours un peu choquant que McDo rentre dans les écoles, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas d'interdit. Si une fois, ils ont du cordon bleu avec des frites, même si on ne valide pas toujours, c'est pas fait maison. Mais le menu est fait pour que les autres jours de la semaine, ils puissent se réguler. Parce que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, il se fait sur la semaine. Ouais. Donc encore une fois, il faut se déculpabiliser. Et si le soir, ils ont quelque chose de fait maison, ou même avec des légumes congelés, etc., qui restent dans l'équilibre et dans leurs besoins, c'est OK. Ouais. Et on n'a pas parlé de l'IMC, de tous ces termes-là, l'indice de masse corporelle. Est-ce que c'est important pour vous dans la diététique ou... Parce que c'est vrai que... moi, quand j'étais en hôpital de jour de visiter, les patients arrivaient avec... leur truc de dire j'ai un IMC à temps, j'ai un poids. Ils étaient vachement dans les nombres, dans la fixation sur les nombres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, cette fixation sur les chiffres ? C'est passé, en fait, dans le PNNS4, justement, cette priorité du gouvernement de pouvoir peser et mesurer les patients. Oui. Donc, c'est pour ça que les médecins ont tendance à le faire, pour justement avoir une base de référence. Donc, c'est une des façons de mesurer si le patient a un équilibre avec son poids ou pas, ou en tout cas de déceler certaines choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres, il y a le tour des hanches, etc. Donc, il y a plein d'autres outils qui permettent d'aller plus loin. C'est pas parce qu'on a un mauvais IMC, finalement, qu'on a besoin de faire un régime, quelque part. Il faut regarder un petit peu, surtout chez les enfants, il faut regarder la courbe de croissance. Il faut regarder si leur IMC est stable dans le temps. Parce que même s'ils sont au-dessus de la courbe, s'ils sont stables, finalement, la courbe, elle finit par augmenter et tu finis par re-rentrer dans la courbe. Donc, moi, j'ai vu des mamans qui venaient au cabinet en me disant « Ouais, mon enfant est obèse et tout. » Je dis « Non, déjà, c'est pas de l'obésité, c'est un surpoids qui est léger et qui est stable depuis 2 ans. » Je dis « Votre fille, elle va pas avoir de problème. Elle va revenir dans la courbe naturellement. » Donc, il faut déculpabiliser, en fait, par rapport à cet indice qui reste juste un des outils de le regarder. D'accord. Mais si vous le prenez de façon isolée, ça suffit pas, en fait. D'accord. Oui, il faut plusieurs marqueurs, il faut pluures choses, il faut le suivi, j'imagine, tout ça compte. Il faut surtout regarder l'évolution dans le temps du poids. Ok. Revenons à toi et l'amour que tu te portes. Qu'est-ce que tu aurais à dire à la Anne-Marie de 18 ans, du coup, qui débute dans la vie? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Moi, j'aurais envie de lui dire, fais-toi confiance. Ouais. Fais-toi confiance, laisse parler ton intuition. Peut-être que ça m'aurait emmené effectivement dans les cuisines, quoi. Parce que c'était vraiment mon rêve à l'époque. Et c'est OK. C'est OK. Je me serais battue contre ces chefs. Même si ça aurait été très dur à l'époque de changer les mentalités. Mais voilà, se faire confiance, de vraiment laisser parler cette petite voix en soi. Parce que finalement, cette petite voix, elle ressort derrière, quoi. Et tu te verrais maintenant dans des cuisines ou pas spécialement? Ah oui. Ouais. Je passe mon temps à cuisiner. Créer ton restaurant, ça te tenterait ou pas spécialement? J'y pensais, oui. Ah ouais?
Écoute, on suivra ton histoire et on verra bien. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un peu tard maintenant, mais je le fais beaucoup à la maison. Ouais. Et cette idée de pouvoir le partager avec les enfants, c'est hyper important. C'est déjà ça, oui. Donc, il y a déjà 2 enfants. Des recettes, aussi des façons de faire, des astuces aux patients, ça c'est cool aussi. Oui, du coup, tu as ce versus, t'as la maison et puis tu as le côté pro aussi. Et ma dernière question, c'était aujourd'hui, Anne-Marie, est-ce que tu t'aimes ? Eh bien oui, moi j'ai appris à avoir une relation différente avec moi. Ouais. Juste de faire en sorte que déjà l'image du miroir, j'y porte moins d'attention. Oui. Parce qu'on n'a pas parlé du moment des grossesses aussi, qui est compliqué, où notre corps, on n'habite plus trop dedans non plus. Hein. Ouais. Même s'il y a des changements magnifiques, l'après n'est pas évident à gérer. Ouais. Donc j'ai pas toujours été très à l'aise avec ce corps d'après, mais voilà, maintenant quand je vois mon corps dans le miroir, je vois ma fille d'un côté, l'autre fille de l'autre, et je me dis c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est mon corps d'aujourd'hui. C'est mon corps de femme qui n'est plus un corps d'adolescente. Oui. Et voilà, j'ai appris à apporter un peu plus de bienveillance. Ouais. Et ça enlève pas mal de poids sur les épaules. C'est ça, exactement. C'est vrai que les grossesses, on n'en a pas parlé, mais c'est un moment assez particulier de la vie où on se dit, j'espère retrouver mon corps d'avant. Oui. On n'a pas toujours le temps de s'en occuper. C'est vrai. Eh bien, écoute, je te remercie, Anne-Marie, pour tout l'apport que tu nous as donné aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Je vous dis à très bientôt. Amour, Isa. Amour. 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 Amour.